Bonjour chers étudiants, dans le cadre de cette vidéo, nous allons aborder la première œuvre au programme, à savoir Les Caprices de Marianne. Le plan de cette séquence s'articule autour des points suivants: les trois piliers de l'intrigue amoureuse, les trois unités, le mélange des genres et les thèmes. Nous allons commencer par le premier point, à savoir les trois piliers de l'intrigue amoureuse. Bien évidemment, comme vous l'avez compris à travers la lecture de cette œuvre, il s'agit de trois personnages clés: Célio, Marianne et Octave, dont le destin est bien évidemment commun. Amoureux de Marianne qu'il ne peut en aucun cas aborder, Célio fait appel à son ami Octave pour l'aider à s'attirer les faveurs de sa bien-aimée. Octave et Célio représentent en quelque sorte les deux facettes de Musset, comme nous le rappelle d'ailleurs son frère. Il ressemblait à la fois au personnage d'Octave et de Célio, quoique ces deux figures semblent aux antipodes l'une de l'autre. Cela démontre seulement que la réunion de ces deux caractères est une possibilité réelle, sans mettre à jour le moins du monde son mécanisme interne. Donc cette dualité d'ailleurs, nous allons à chaque fois la vérifier à travers plusieurs extraits dans le cadre de cette œuvre qui porte donc sur cette intrigue amoureuse. Donc dans Les Caprices de Marianne, Octave personnifie en quelque sorte le côté ironique, blasé, lucide et cynique de l'auteur. Quant à Célio, c'est l'autre côté, c'est la mélancolie, la passion, la pureté ou le désir de pureté. Donc on a bien compris que finalement il s'agit d'une opposition, mais on va voir que c'est une opposition qui nous va permettre aussi de parler d'une certaine complémentarité, pour ne pas dire aussi complicité, entre ces deux personnages. L'amitié d'Octave pour Célio reste constante tout au long de la pièce et n'est guère ébranlée par justement ce côté libertin qui caractérise Octave. Et d'ailleurs nous allons le constater, Octave n'acceptera en aucun cas de trahir justement la mémoire de ce personnage, à savoir Célio, en acceptant une quelque union avec Marianne. Rien ne permet donc de douter de son affection pour Octave, même s'il ne fait pas l'éloge du dévouement de celui-ci, ou s'il ne prend même jamais la peine de le remercier de ses services, ce n'est qu'une preuve de plus de la profondeur du lien qui se passe de politesse mondaine. Donc on l'a compris, cette relation entre ces deux personnages est une relation très particulière, et c'est ce qui transparaît d'ailleurs à travers Les Caprices de Marianne. Cependant, dans l'action dramatique, on va là aussi le constater, Octave va servir d'instrument pour permettre effectivement à Célio de courtiser celle pour laquelle il s'intéresse, à savoir Marianne. Célio aime donc Marianne, épouse du ridicule juge Claudio, le mari bourgeois, et Octave ne peut donc a cette possibilité de l'approcher pour pouvoir justement être ce porte-parole de Célio. Donc Octave et Célio finalement ne font qu'un. Célio confie à Octave le rôle ambigu d'entremetteur, Octave s'en charge avec le plus sincère désintéressement. Un état de fait d'ailleurs qui va se confirmer à la fin de la pièce à travers le refus de l'amour que lui avoue Marianne. Ami dévoué, donc, Octave parle à Marianne de Célio, mais Marianne refuse de l'écouter, plaider la cause de Célio, et semble plutôt intéressée par ce porte-parole dont l'éloquence est loin de la laisser insensible. Son ton ironique prouve jusqu'à quel degré elle refuse d'être réduite à un objet de plaisir. Qu'est-ce qu'après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme, c'est une partie de plaisir. Et là, d'ailleurs, en parlant de l'éloquence d'Octave, c'est un élément qui va, d'une certaine façon, permettre de
à Marianne petit à petit de découvrir ce personnage et de s'intéresser à lui au détriment de celui qui l'a courtisé par le biais d'Octave, à savoir Célio. Trois personnages donc qui incarnent trois conceptions différentes de l'amour. Célio éprouve un amour passionné à l'égard de Marianne, un amour pur certes, mais qui se fait l'écho de cette fragilité qui le caractérise. Une fragilité d'ailleurs qui contribuera à sa fin tragique. En effet, Célio ne pouvait nullement concevoir sa vie sans Marianne. En refusant son amour, sa mort semble une évidence. Donc, en refusant l'amour d'Octave, l'amour de Célio, pardon, finalement Marianne signe d'une certaine façon son arrêt de mort. Le souffle de ma vie est à Marianne. Il peut, d'un mot de ses lèvres, l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle. Ou je réussirai, ou je me tuerai. En effet, en croyant qu'Octave l'a trahi, Célio ne manifeste aucune résistance au spadassin engagé par Claudio et qui s'est chargé de l'exécuter. Le malentendu dans son victime Claudio et Célio rend inévitable cette fin tragique. Qualifiée d'orgueilleuse, dès les premières répliques de cette pièce, de froide et d'indifférente aussi, Marianne se fait le porte-parole de la junte féminine. En effet, ses attributs physiques sont certes énoncés et reconnus par plusieurs personnages, notamment Octave et Célio, mais sans faire oublier au spectateur cette force de caractère qui lui est inhérente. La jeunesse napolitaine daigne de m'envoyer en votre personne indigne représentant chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit Seigneur Célio d'ici à une huitaine de jours. Marianne incarne d'une certaine façon cet amour propre indéniable qui oriente ses choix et ses prises de position. Octave représente cette autre facette de Musset, on l'a bien dit depuis le début justement de cette vidéo. Libertin de par son attitude et ses actes, il renvoie aussi à une autre facette dissimulée et qui d'ailleurs va acquérir toute son importance suite donc au décès ou plutôt à l'assassinat de Célio. Célio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui, comme il est mort pour moi. Et un peu plus loin, on voit qu'il dit « Adieu l'amour et l'amitié, ma place est vide sur la terre ». Donc finalement, Octave, en perdant Célio, il perd justement cette autre moitié de lui-même, cette autre facette de lui-même. Il perd aussi cette amitié inconditionnée qui le lie à ce personnage, mais en même temps, en perdant Célio, il perd justement ce goût pour la vie et c'est la raison pour laquelle il va refuser l'amour que lui vaut Marianne, comme nous pouvons le constater là aussi à travers la dernière scène de cette pièce, à savoir les caprices de Marianne. Notons aussi que Marianne, au fil du temps, on l'a compris, est tombée amoureuse d'Octave. C'est ce qui explique justement cette dernière réplique qu'elle va émettre à son égard. Mais non pas dans mon cœur, Octave, pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne, c'était Célio qui vous aimait. Notons ici l'utilisation du tutoiement de la part de Marianne et auquel réagit Octave en rappelant l'impossibilité de leur union. La mort de Célio, c'est aussi celle symboliquement incarnée par Octave qui ne peut envisager sa vie sans cette autre partie de son être, à savoir Célio. Donc en ami fidèle et surtout en se sentant responsable de la mort de Célio, il ne peut nullement envisager ni accepter une relation quelconque avec Marianne. Par le biais de ces deux personnages, donc Célio et Octave, Musset prépare le terrain pour la fin tragique de Célio.
En parlant de Claudio et d'Hermia, maintenant on intègre une autre partie relativement justement à cette présentation des différents personnages. Donc on a commencé par les trois personnages grâce auxquels transparaît cette intrigue amoureuse, et maintenant nous allons parler de Claudio et d'Hermia qui sont finalement deux personnages grâce auxquels on va pouvoir mieux comprendre les raisons pour lesquelles la mort de Célio était inévitable. Je commence par Claudio. Donc on sait que c'est le mari de Marianne, c'est un mari jaloux, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va décider d'engager un spadassin pour qu'il puisse tuer cet amant potentiel de Marianne. Hermia, quant à elle, c'est bien évidemment la mère de Célio. Donc il va apparaître dans le cadre de la scène numéro 2 de l'acte 1er, et c'est une apparition qui va lui permettre de raconter à son fils sa rencontre avec son époux qui était censé plaider la cause de son ami. Des similitudes indéniables vont donc se manifester entre deux cas de figure. Le premier renvoie au passé, le second au futur, grâce bien évidemment à plusieurs signes prémonitoires. Donc Hermia va donc insister sur cet intermédiaire qui était son époux, qui venait donc plaider la cause du jeune Orsini, mais on va se rendre compte à travers justement la relation de cet événement que finalement la mère de Célio va s'intéresser plutôt au porte-parole, à cet intermédiaire qui est le père le père de Célio au détriment d'Orsini. Donc c'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire un parallélisme entre deux personnages, Hermia d'une part et Marianne d'autre part, puisque dans les deux cas de figure, on a deux personnages qui vont préférer les porte-paroles plutôt que de leurs prétendants, plutôt que leurs prétendants eux-mêmes. Et même parallélisme qu'on peut aussi faire entre le père de Célio et Octave, puisque les deux aussi étaient censés être des porte-paroles. La seule différence qu'on pourrait faire entre les deux cas de figure, c'est que concernant le père de Célio, il a pu effectivement épouser celle qu'il aimait, mais pour Octave, il va refuser une telle union pour, encore une fois, honorer la mémoire de cet ami qu'il vient de perdre et avec lequel il perd une partie aussi de lui-même. En parlant aussi de personnages, nous pouvons également insister sur d'autres qui sont présents au niveau de cette pièce théâtrale, notamment des personnages accessoires comme Chuta, l'entremetteuse, Tibia, le valet de Claudio, et Malvolio, qui est l'intendant d'Hermia, mais on pourrait aussi parler des personnages anonymes qui sont les spadassins, les domestiques et le garçon d'auberge. Mais même à ce niveau, ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, le nombre de personnages n'est pas déroutant parce qu'il permet aux lecteurs, mais aussi aux spectateurs, de suivre sans confusion aucune. Ce qu'on pourrait aussi noter dans le cadre justement de cette pièce de théâtre, c'est l'absence de la figure du père, alliée bien évidemment avec la vie du dramaturge qui a perdu son père, une perte d'ailleurs qui l'a affecté amplement. On va maintenant passer au deuxième point, à savoir les trois unités. Rappelons-nous que en parlant du drame romantique, on parle justement de ce refus de la part des dramaturges romantiques de ces règles qui régissaient le théâtre classique. Donc à travers ce point, nous allons essayer de voir jusqu'à quel degré effectivement il y a eu respect ou pas de la part de Musset de ces différentes règles dites du théâtre classique. À la différence d'autres pièces de Musset, notamment Lorenzaccio, les caprices de Marianne nous renvoient à une action d'une simplicité extrême. Le temps semble ne pas dépasser les 24 heures et l'espace, malgré la multiplicité des lieux, est loin de détourner ni le lecteur ni le spectateur. Il s'agit donc d'une seule intrigue principale, on l'a bien compris, c'est une intrigue donc amoureuse qui regroupe trois personnages différents, à savoir Célio, Octave et Marianne. Donc une intrigue aussi principale
à laquelle vont venir se greffer des intrigues secondaires, notamment l'intrigue relative à l'amour que vous, Marianne, à l'égard d'Octave. Notons également la vivacité qui marque la pièce depuis l'exposition et qui est due principalement à la dynamique des dialogues et à l'utilisation des tirades étant très limitée. Je vous réfère à ce niveau aux dialogues qui ont réuni Marianne et Octave et grâce auxquels transparaissent d'autres facettes de ces deux êtres. Donc, concernant l'unité de temps, elle est concentrée en un jour, on l'a bien compris, sans pour autant porter atteinte à la vraisemblance, une autre règle qui régit donc le théâtre classique. Les sorties et les entrées des personnages facilitent la progression de l'action et permettent aux lecteurs et aux spectateurs de découvrir les raisons pour lesquelles le destin fatal, qui rappelle celui des héros de la tragédie, est inéluctable dans le cas de Célio. Une unité de temps à laquelle échappe la scène numéro 6 de l'acte 2, Marianne et Octave se trouvent dans un cimetière où ils se recueillent sur la tombe de Célio, donc après son enterrement qui a forcément eu lieu quelques jours après sa mort. Maintenant, concernant l'unité du lieu, il est vrai qu'il s'agit de Naples, de la ville de Naples. C'est une indication d'ailleurs qui rend compte de l'intérêt de Musset pour un pays, à savoir l'Italie, qui va d'ailleurs constituer le décor de plusieurs de ses pièces théâtrales. Et c'est dans ce sens qu'on constate qu'il y a plusieurs lieux qui vont être investis de la part des différents personnages. Des espaces ouverts, mais aussi des espaces fermés. Si on commence par les espaces fermés, on peut donc les limiter dans un premier lieu à la demeure de Claudio et à celle de Célio. Et concernant les espaces ouverts, on peut donc dans ce cas de figure parler des rues à proximité des deux demeures précitées, le jardin de Claudio, mais aussi le cimetière où Célio est enterré. Concernant le mélange des genres, donc le mélange des temps et donc représente aussi un autre élément essentiel sur lequel insistent les dramaturges romantiques. Puisque à travers donc le personnage de Claudio nous est présenté le personnage traditionnel donc du vieillard qui a épousé une jeune fille. Son côté ridicule va se manifester à travers le refus d'entendre une autre voix que la sienne, étant convaincu donc par l'infidélité de Marianne. Donc c'est ce qui donne lieu à cet échange comique entre Claudio et Tibia, son valet, qui essaie de le dissuader de la pertinence des propos qu'il avance, mais Claudio étant borné, donc il n'arrive pas vraiment à changer d'avis en dépit des arguments que lui présente donc son valet. Votre femme n'a pas d'amant, c'est comme si vous disiez que j'ai des maîtresses. Pourquoi n'en aurais-tu pas, Tibia? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. J'en conviens, Regarde, Tibia, tu en conviens toi-même. Il n'en faut pas douter, et mon déshonneur est public. Donc vous voyez qu'il est totalement convaincu par la culpabilité ou par l'infidélité de sa femme, et il refuse, en dépit des arguments donc de Tibia, de se rendre à l'évidence selon laquelle sa femme est bien évidemment est innocente. Toujours par rapport à ce côté donc comique, on peut le percevoir également à travers les propos de Marianne, qui n'hésite pas, qui ne ménage pas ses mots et n'hésite pas à se moquer justement des propos d'Octave et de ses tentatives de sa part de l'amener à prendre Célio pour amant. Je la cite rapidement. Quel dommage et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. Donc on le comprend, elle est en train de se moquer justement des propos émis de la part d'Octave qui essaie toujours
et sans répit aucun de venir constituer d'une certaine façon le porte-parole de cet ami de toujours, à savoir Célio. Maintenant, concernant le côté tragique, donc quand on parle du mélange des temps, il s'agit bien évidemment de cette association entre le comique et le tragique. Le tragique va, quant à lui, se manifester dès le début de l'œuvre. Pour Célio, choisir de vivre ou de mourir dépend de la position ou de la prise de position de Marianne. L'accepter ou pas comme amant constitue pour lui cette possibilité ou offre pour lui cette possibilité ou pas de vivre ou de décider de mourir. De même que toujours dans ce cas de figure relativement à ce côté tragique, c'est un côté qui se confirme davantage dans le cadre de la scène numéro 2 du même acte, lorsque Hermia va raconter à Célio les circonstances dans lesquelles a lieu son mariage avec son père. Un point que je viens d'aborder et qui était parmi ces signes avant-coureurs de cette fin tragique que va donc connaître Célio. Donc, tant de signes prémonitoires que Musset livre au lecteur et au spectateur, pour lesquels la mort de Célio, à la fin de l'œuvre, respecte la logique de la progression de l'action. Maintenant, concernant les thèmes. Bien évidemment, le premier thème qui s'impose à l'analyse, c'est bien évidemment le thème de l'amour, du moment qu'il s'agit d'une intrigue amoureuse. En effet, l'amour va constituer l'élément moteur des différentes actions et réactions aussi des personnages, aussi dramatiques soient-elles. Par amour, Célio fera appel à deux intermédiaires, Ciuta et Octave. Par amour aussi, Claudio décide de faire appel à un spadassin et d'épier d'éventuels amants de Marianne qui s'introduiraient dans sa demeure. Marianne aussi va agir par amour quand elle décide de provoquer Octave en lui demandant de lui choisir un amant. Une façon implicite de lui dire que c'est sur lui que porte son choix, et après la mort de Célio, c'est de façon implicite, explicite plutôt, qu'elle va lui avouer ses sentiments. Des sentiments qui seront refusés, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour honorer donc la mémoire de cet ami, pour honorer la mémoire de Célio. Deuxième thème sur lequel nous pouvons nous arrêter, c'est le thème de la condition de la femme. Marianne s'insurge contre cette conception de la femme qui la réduit à un objet de plaisir éphémère. Rappelez-vous la réplique de tout à l'heure quand elle avait insisté sur le fait, sur la définition d'une femme. Qu'est-ce qu'une femme? Ce n'est qu'un objet de plaisir, un état de fait contre lequel donc elle s'insurge. Après un mariage arrangé avec le juge Claudio, beaucoup plus âgé qu'elle, et les tentatives de Ciuta et d'Octave pour qu'elle prenne Célio comme amant, Marianne met en avant sa liberté de faire ses propres choix, d'où son refus de Célio et son amour pour Octave. Donc la condition de la femme est fort présente, et grâce à Marianne, on arrive à comprendre jusqu'à quel degré elle cherche bien évidemment à faire ses propres choix au lieu qu'on lui impose donc d'éventuels amants, une façon de l'opprimer, et donc en tant que femme libre dans ses choix. Le troisième thème sur lequel nous pouvons nous arrêter, c'est bien évidemment le dédoublement. Ce qu'il faudrait prendre en ligne de compte, c'est que c'est un thème très récurrent chez Musset, et d'ailleurs on va le constater à travers d'autres œuvres du dramaturge. Ce dédoublement, on peut le constater à travers plusieurs personnages, notamment Marianne. Donc, Musset va nous proposer un personnage tout au début de l'œuvre qui se caractérise par sa dévotion. Elle a un livre de messe à la main. Elle est aussi l'incarnation de l'épouse exemplaire. Sur le plan physique, sa beauté lui vaut beaucoup d'admirateurs. Un portrait dont Musset, d'ailleurs, nous fait part, comme je disais tout à l'heure, dès les premières scènes de cette œuvre. Sa rencontre avec Octave
permet à Musset de nous faire découvrir une autre facette de ce personnage, et c'est là où l'on peut éventuellement parler de ce dédoublement de ce personnage, de ces deux facettes qui semblent contradictoires, mais finalement qui sont représentatives, ces deux facettes d'un même personnage, à savoir Marianne. C'est un être libre et non pas passif. Elle se rebelle donc contre tout et tous et fait transparaître son côté aventurier en décidant de prendre Octave comme amant. Donc avec Marianne, Musset nous projette ce thème à travers un seul personnage, qui est bien évidemment celui de Marianne. Avec les personnages de Célio et d'Octave, nous allons nous rendre compte qu'ils nous présentent cette thématique, mais à travers deux personnages, comme je disais en guise d'introduction, qui semblent complètement opposés, mais qui finalement sont complémentaires, puisqu'ils représentent d'une certaine façon les deux côtés opposés d'un même être. Donc le premier, à savoir Célio, c'est un rêveur, c'est un idéaliste de l'amour. C'est ce qui justifie aussi son incapacité de prendre la parole, son incapacité d'aller vers justement celle qu'il aime pour pouvoir lui avouer ses sentiments. Son expérience de la vie est fort limitée, d'où sa timidité et sa fragilité. C'est la raison pour laquelle Hermia le surprotège et Octave accepte de lui servir d'intermédiaire pour avouer ses sentiments à Marianne. Quant à Octave, il représente donc tout au long de la pièce, on l'a bien compris, ce libertin convaincu. Il aspire au plaisir de la vie, il est attiré par l'amour facile, sensuel, sans engagement aucun. Deux personnages donc qui renvoient aux deux facettes antinomiques mais complémentaires d'un seul être. Nous pourrons conclure de la sorte en disant que, qualifiés de comédie par Musset, les caprices de Marianne finalement regroupent toutes les caractéristiques d'un drame, notamment à travers le mélange des genres comiques et tragiques. En unissant l'amoureux et le libertin, donc Célio et Octave, par des liens d'amitié, d'une amitié fraternelle, Musset permet aux deux types de paraître dans leur forme la plus pure. Octave, libertin vivant dans un perpétuel dépassement du réel, et Célio, amoureux, jouant sa vie entière dans une passion unique, qui est celle qu'il vouait pour Marianne. En confrontant ainsi les deux rapports possibles envers l'autre, Musset fait passer dans le dialogue des personnages la structure du jeu de la reconnaissance. De qui s'agit-il finalement? Quelle est la vraie facette ou la vraie image que l'on pourrait éventuellement avoir de tel ou tel personnage? Célio ne peut parler à Marianne, mais Octave lui parle. Marianne peut dialoguer avec Octave, mais non avec son mari Claudio. Musset crée pour la première fois ce qu'on appelle une véritable communauté dramatique. Donc là, j'aimerais revenir en guise de conclusion sur l'importance ou sur le pouvoir justement de la prise de parole. Ce qui a permis à Octave d'attirer l'attention de Marianne et d'être aimé par elle, c'est bien évidemment cette capacité qu'il a de prendre la parole. C'est éloquence qui était sa caractéristique essentielle. Et ce qui a peut-être fait défaut à Célio, c'est bien évidemment cette incapacité d'aller vers son objet d'amour et de pouvoir lui révéler ses sentiments. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on va parler des caprices de Marianne, on ne peut pas faire l'économie de l'importance de la prise de parole, mais on ne peut pas aussi par la même occasion faire l'économie surtout des dialogues que partageaient Marianne et Octave, comme je disais tout à l'heure, et grâce auquel on a pu percevoir jusqu'à quel degré les deux personnages évoluaient parallèlement pour aboutir justement à cette fin que nous avons pu percevoir ensemble, à savoir la mort de Célio et cette impossibilité d'une union possible entre Marianne et Octave. Je vous remercie de votre intérêt et à la prochaine vidéo.